The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le président, nous sommes ici pour rendre le résumé de la décision relative à la peine en application de l'article 76 du statut. La Chambre, composée du juge Adrian Fulford, du juge Elisabeth Odio Benito et du juge René Blattman, a délivré le résumé de la décision relative à la peine en application de l'article 76 du statut le 14 mars 2012. Elle y déclarait Thomas Lubanga Dilo coupable en tant que co-auteur des crimes de conscription et d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans l'UPC FPLC. Et du fait de les avoir fait participer activement à des hostilités dans la région de l'Ituri en République démocratique du Congo, au sens des articles 8.2 petit e, petit 7 et 25.3a du statut de Rome, de début septembre 2002 au 13 août 2003. Ayant reçu les conclusions écrites des parties et participants relativement à la peine, la Chambre a tenu le 13 juin 2012 une audience consacrée à cette question. Durant celle-ci, elle a entendu les témoins de la défense D010039 et D010040, après quoi l'accusation, les représentants légaux des victimes et la défense ont présenté leurs conclusions orales. À l'issue de ces exposés, Thomas Lubanga a fait une déclaration devant la Chambre. Les deux témoignages supplémentaires et l'ensemble des arguments pertinents sont examinés dans la décision. Dans l'analyse de la finalité de la peine à la CPI, la Chambre a tenu compte du préambule du statut de Rome, lequel dispose notamment que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ne sauraient rester impunis. Paragraphe 4. Conformément à l'article 77.1 du statut et à la règle 145.3 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre prononçait une peine de 30 ans au plus, à moins que l'extrême gravité du crime et la situation personnelle du condamné justifient une peine d'emprisonnement à perpétuité. La Chambre peut ajouter une amende ou la confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime à la peine d'emprisonnement, conformément à l'article 77.2 du statut. L'article 78 du statut et la règle 145 du règlement qui régissent la fixation de la peine par la Chambre disposent que celle-ci doit tenir compte de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné, ainsi que de toute circonstance atténuante ou aggravante. L'article 78.2 du statut dispose que lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour doit en déduire le temps que le condamné a passé sur son ordre en détention et peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime. Les alinéas A et B de la règle 145.1 du règlement exige que la peine soit proportionnée à la culpabilité du condamné, que la Chambre évalue le poids relatif de toutes les considérations pertinentes, y compris les facteurs atténuants et les facteurs aggravants, et
qu'elles tiennent compte de la situation de la personne condamnée et des circonstances du crime. Les autres éléments et circonstances à prendre en considération dans ce contexte sont énumérés aux règles 145.1c et 145.2 du règlement de procédure et de preuve. Enfin, l'article 81.2a du statut impose à la Chambre de s'assurer que la peine soit proportionnée au crime. Par application de l'article 21.1 du statut, le cadre juridique applicable au stade de la fixation de la peine est exposé aux articles 23, 76, 77, 78 et 81.2a du statut, ainsi qu'aux règles 143, 145 et 146 du règlement de procédure et de preuve. Il est à relever qu'aucune de ces dispositions ne limite les éléments à prendre en considération à ce stade aux seuls éléments décrits dans la décision sur la confirmation des charges. L'article 76.1 du statut dispose à ce sujet que, pour fixer la peine à appliquer, la Chambre de première instance tient compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès. Au terme de l'article 76.2 du statut, la Chambre peut, d'office et doit, à la demande du procureur ou de l'accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toute nouvelle conclusion et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine. De l'avis de la Chambre, les éléments de preuve admis à ce stade peuvent aller au-delà des faits et circonstances décrits dans la décision sur la confirmation des charges, pour peu que la défense ait réellement eu l'occasion de les mettre à l'épreuve. Or, la défense a dûment eu l'occasion de constater les éléments de preuve et allégations se rapportant à la peine qui ont été présentés durant le procès. De plus, la Chambre lui a donné l'occasion de réagir à l'ensemble des arguments et éléments de preuve avancés aux fins de la fixation de la peine, après que Thomas Lubanga a été déclaré coupable, et elle lui a permis de disposer du temps et des facilités nécessaires, notamment pour trouver et présenter à la Chambre des témoins et éléments de preuve pertinents dans ce contexte. Le statut et le règlement de procédure et de preuve étant muets sur la question, il revient à la Chambre de déterminer la norme d'administration de la preuve applicable dans le contexte de la fixation de la peine. Comme toute circonstance aggravante retenue par la Chambre peut avoir une incidence importante sur la durée de la peine que Thomas Lubanga aura à purger, il est nécessaire que pareille circonstance soit prouvée conformément à la norme applicable au pénal, à savoir au-delà de tout doute raisonnable. S'agissant des circonstances atténuantes, la Chambre reconnaît qu'elle ne se limite pas aux faits et circonstances décrits dans la décision sur la confirmation des charges, notamment au vu du fait que la règle 145.2a i du règlement de procédure et de preuve mentionne dans ce contexte le comportement de la personne condamnée postérieurement aux faits. Quant à la norme d'administration de la preuve applicable, la Chambre est d'avis que le principe in dubio pro reo est d'application au stade de la fixation de la peine et que les circonstances atténuantes sont à prouver sur la base de l'hypothèse la plus probable. Les éléments à prendre en compte pour déterminer la gravité du crime ne seront pas retenus au titre de circonstances aggravantes et inversement. Les crimes consistant à procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités sont indubitablement des crimes très graves qui touchent la communauté internationale dans son ensemble. De plus, comme exposé dans le jugement, la conscription se distingue d'autres crimes par l'élément supplémentaire que constitue son caractère obligatoire. L'utilisation d'enfants pour les faire participer activement à des hostilités comprend le fait de les exposer à un danger réel faisant d'eux des cibles potentielles. Du fait de leur vulnérabilité, les enfants ont besoin d'une protection particulière qui ne s'applique pas à la population générale, comme le reconnaissent divers traités internationaux. Ainsi que la Chambre l'a expliqué dans le jugement. Historiquement, l'objectif principal servi par la prohibition de l'utilisation d'enfants soldats
est la protection des enfants de moins de 15 ans contre les risques associés aux conflits armés, en particulier en ce qui concerne leur bien-être physique et psychologique. Cela comprend la protection non seulement contre la violence et les blessures, mortelles ou non, subies au combat, mais également contre les traumatismes potentiellement graves qui accompagnent le recrutement en raison du fait que l'enfant se trouve séparé de sa famille, qu'il doit interrompre ou cesser sa scolarité et qu'il est exposé à une atmosphère de violence et de peur. Dans ce contexte général, la Chambre a évalué la gravité de ces crimes dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte, entre autres considérations, de l'ampleur du dommage causé, et en particulier du préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, de la nature du comportement illicite et des moyens qui ont servi au crime, du degré de participation de la personne condamnée, du degré d'intention, des circonstances, de temps, de lieu et de manière, de l'âge, du niveau d'instruction et de la situation sociale et économique de la personne condamnée. Le nombre ou la proportion exacte de recrues âgés de moins de 15 ans n'a fait l'objet d'aucune conclusion tirée au-delà de tout doute raisonnable, c'est-à-dire conformément à la norme applicable au pénal. La peine fixée reflète la conclusion précédemment atteinte par la Chambre selon laquelle la participation des enfants était généralisée. La Chambre a conclu que M. Lubanga avait convenu d'un plan commun et participé à l'exécution de celui-ci dans le but de mettre sur pied une arme en vue de prendre et de conserver le contrôle politique et militaire de l'Ituri. Elle n'a pas conclu que M. Lubanga entendait procéder à la conscription et au recrutement de garçons et de filles âgés de moins de 15 ans dans l'UPC-FPLC et entendait les faire participer activement à des hostilités. Mais elle a décidé qu'il était conscient que cela adviendrait dans le cours normal des événements. C'est dans ce contexte que M. Lubanga a été déclaré coupable en tant que co-auteur ayant apporté une contribution essentielle au plan commun. M. Lubanga est clairement un homme intelligent et instruit, qui n'aurait pas manqué de comprendre la gravité des crimes dont il a été déclaré coupable. Ce degré notable de conscience chez l'accusé est un élément à prendre en considération pour déterminer la peine à appliquer. Même si la Chambre a constaté qu'un certain nombre de recrues avaient subi toute une gamme de punitions dans le cadre de leur formation au sein de l'UPC-FPLC, aux yeux de la majorité des juges, les éléments de preuve ne permettent pas de conclure, au-delà de tout doute raisonnable, que des enfants de moins de 15 ans étaient punis dans le cours normal des crimes dont M. Lubanga a été reconnu coupable. En outre, rien n'indique que M. Lubanga ait ordonné ou encouragé l'administration de telles punitions, qu'il en avait connaissance, ou encore que ces punitions puissent lui être imputées d'une manière proportionnée à sa culpabilité. Par conséquent, il n'a pas été établi que Thomas Lubanga était responsable pour les punitions individuelles mentionnées par la Chambre, et celles-ci n'ont pas été retenues comme circonstances aggravantes dans le cadre de la fixation de la peine. La Chambre ne saurait exprimer assez fortement sa désapprobation pour la ligne adoptée par l'ancien procureur s'agissant des violences sexuelles. Au procès, il a longuement évoqué cet aspect dans ses déclarations tant liminaires que finales, et dans ses réquisitions, il a soutenu que les violences sexuelles constituaient une circonstance aggravante que la Chambre devrait retenir. Pourtant, il a non seulement omis de demander l'inclusion des violences sexuelles ou de l'esclavage sexuel dans les charges notamment initiales, mais aussi activement combattu cette possibilité au procès en soutenant qu'il serait injuste de déclarer l'accusé coupable sur cette base. En dépit de cette position qu'il a défendue tout au long du procès,
il a soutenu que les violences sexuelles devraient être prises en considération pour fixer la peine. Le fait que l'accusation n'a pas porté à l'encontre de Thomas Lubanga des charges de viol ou autres violences sexuelles en tant que crime distinct relevant de la compétence de la Cour ne répond pas à la question de savoir si de tels actes sont à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine. La Chambre peut tenir compte des violences sexuelles comme envisagé à la règle 145.1c petit i, en tant qu'elles éclairent comme envisagé le préjudice subi par les victimes. Premièrement. Deuxièmement, la nature du comportement illicite. Troisièmement, les circonstances du crime ou la manière dont il a été commis. Et, comme envisagé à la règle 145.2b4, qu'elle prouve que le crime a été commis avec une cruauté particulière. La Chambre est fondée à prendre en compte les violences sexuelles dans le cadre de la fixation de la peine, en dépit du fait qu'elles ne faisaient pas partie intégrante de la décision sur la confirmation des charges. Compte tenu des garanties procédurales en vigueur, aucune injustice conséquente ne résulterait de la prise en compte par la Chambre des violences sexuelles. Cela dit, il demeure nécessaire que la Chambre soit convaincue, au-delà de tout doute raisonnable, que, premièrement, des enfants soldats âgés de moins de 15 ans ont subi des violences sexuelles et que, deuxièmement, de tels actes peuvent être imputés à Thomas Lubanga d'une manière proportionnée à sa culpabilité, conformément à la règle 145.1a. Au vu de l'ensemble des éléments de preuve produits à ce sujet pendant le procès, la Chambre n'est pas en mesure de conclure à la majorité des juges que les violences sexuelles dont ont été victimes des enfants recrutés étaient suffisamment généralisées pour qu'on puisse dire qu'elles advenaient dans le cours normal de la mise en œuvre du plan commun dont Thomas Lubanga a été reconnu responsable. En outre, rien n'indique que Thomas Lubanga ait ordonné ou encouragé la commission de violences sexuelles, qu'il en avait connaissance, ou encore que ces violences puissent lui être imputées d'une manière proportionnée à sa culpabilité. Le procureur avait le droit de produire des éléments de preuve se rapportant à cette question dans le cadre de l'audience consacrée à la fixation de la peine. Or, il n'en a rien fait et il n'a pas non plus renvoyé à des éléments pertinents produits au procès. De ce fait, la majorité des juges considère que, dans le cadre des charges, le lien entre Thomas Lubanga et la violence sexuelle n'a pas été établi au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, les violences sexuelles ne sauraient être prises en compte aux fins de l'évaluation de la culpabilité de l'accusé dans le cadre de la fixation de la peine. Comme déjà indiqué, les éléments à prendre en considération pour déterminer la gravité du crime ne sauraient également être retenus au titre de circonstances aggravantes. Il s'ensuit que l'âge des enfants ne peut en même temps déterminer la gravité du crime et constituer un facteur aggravant. Par conséquent, l'âge des enfants ne constitue pas une circonstance aggravante au regard de ces crimes. L'accusation soutient que les éléments de preuve démontrent que les filles recrutées subissaient violences sexuelles, viols et asservissement conjugal en raison de leur sexe. De l'avis de la Chambre, la Cour n'a reçu aucun élément prouvant que Thomas Lubanga aurait délibérément fait subir une discrimination aux femmes dans le cadre de la commission de ces crimes, au sens où l'entendent l'accusation et les victimes. Il s'ensuit qu'on ne saurait retenir, au titre des circonstances aggravantes, le mobile ayant un aspect discriminatoire envisagé à la règle 145.2b petit 5. La Chambre accepte l'idée que Thomas Lubanga nourrissait l'espoir de voir la paix restaurée en Ituri une fois ses objectifs atteints. Mais cet argument ne revêt que peu d'importance au regard du recrutement constant d'enfants pendant la période visée par les charges. Ce qui importe, c'est que pour atteindre ces objectifs,
il a utilisé des enfants au sein des forces armées placés sous son contrôle. La Chambre a exposé dans le jugement ses conclusions concernant la présence persistante d'enfants dans l'UPC-FPLC, en dépit des délégations publiques ou des ordres de démobilisation qu'il a donnés. Que Thomas Lubanga ait eu ou non la crainte réelle d'être attaqué, sa réaction ne devait pas passer par l'utilisation d'enfants au sein de la branche armée de l'UPC. Cependant, la Chambre a tenu compte de certains aspects du comportement de Thomas Lubanga après la commission de ces crimes, ainsi que de sa coopération certaine avec la Cour, telle que décrite ci-dessous. Il a été respectueux et coopératif pendant toutes les procédures, en dépit de circonstances particulièrement difficiles. Donc voici quelques exemples. Premièrement, l'accusation a recueilli un volume important d'éléments de preuve en concluant des accords de confidentialité du type prévu à l'article 54.3e, ce qui l'a amené à ne pas communiquer à la défense des pièces à décharge. Et il s'en est suivi une suspension de l'instance et une ordonnance provisoire de remise en liberté de Thomas Lubanga. Deuxièmement, à maintes reprises, l'accusation a manqué de communiquer des renseignements en contravention aux ordonnances de la Chambre, ce qui a abouti à une seconde suspension de l'instance et à une seconde ordonnance provisoire de remise en liberté de Thomas Lubanga. Et troisièmement, lors d'une interview publique donnée par Madame Béatrice Lefrappé du LN, l'accusation a fait à la presse des déclarations inexactes et de nature à l'induire en erreur sur les éléments de preuve produits en l'espèce et sur le comportement de Thomas Lubanga pendant les procédures. L'accusation soutient que pour éviter des disparités inexplicables entre les peines qu'elle prononcera, la Cour devrait adopter en la matière une politique prévoyant une peine plancher constante qui ne serait pas ajustable au motif que certains crimes seraient moins graves que d'autres. Elle considère que, dans tous les cas, la peine plancher ou hypothèse de départ devrait correspondre à 80% du maximum prévu par le statut et qu'elle serait à ajuster dans un second temps, conformément à la règle 145, pour que soit pris en compte l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes et des facteurs se rapportant à la situation de la personne condamnée et aux circonstances du crime. L'accusation n'a cité ni principe de droit, ni jurisprudence bien établie, au sens de l'article 21 du statut, au soutien de cette approche, qui obligerait les juges à partir dans tous les cas d'un minimum de 24 ans. De l'avis de la Chambre, la peine prononcée par une chambre de première instance devrait toujours être proportionnée au crime, voire l'article 81.2a, et l'adoption automatique, telle que proposée par l'ancien procureur, d'une hypothèse de départ fixe, c'est-à-dire identique pour tous les crimes, irait à l'encontre de ce principe fondamental. L'emprisonnement à perpétuité ne saurait être appliqué en l'espèce, étant donné que la règle 145.3 dispose qu'une telle peine ne peut être prononcée que lorsqu'elle est justifiée par l'extrême gravité du crime et la situation personnelle de la personne condamnée, attestée par l'existence d'une ou de plusieurs circonstances aggravantes. La Chambre n'ayant retenu aucune circonstance aggravante en l'espèce, l'emprisonnement à perpétuité serait inapproprié. M. Lubanga a été déclaré coupable d'avoir commis, conjointement avec d'autres, les crimes consistant à procéder à la conscription et à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans et à les faire participer activement à des hostilités dans le cadre d'un conflit armé interne. La Chambre a pris en considération le recrutement généralisé et l'utilisation importante d'enfants soldats pendant la période visée par les charges. La position d'autorité occupée par M. Lubanga au sein de l'UPC-FPLC et la contribution essentielle qu'il a apportée au plan commun et qui a abouti dans le cours normal des événements à la commission de tels crimes contre des enfants. L'absence de toute circonstance aggravante
et la circonstance atténuante que constitue sa coopération constante avec la Cour tout au long des procédures, alors même que le comportement de l'accusation le soumettait à des pressions considérables et injustifiées, comme nous venons de le dire. Au terme de l'article 78.3 du statut, lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Compte tenu de l'ensemble des facteurs analysés plus haut, les juges à la majorité condamnent Thomas Lubanga, premièrement, pour avoir commis conjointement avec d'autres personnes le crime de conscription d'enfants de moins de 15 ans dans l'UPC à 13 années d'emprisonnement. Pour avoir commis conjointement avec d'autres personnes le crime d'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans l'UPC à 12 années d'emprisonnement. Et, troisièmement, pour avoir commis conjointement avec d'autres personnes le crime d'utilisation d'enfants de moins de 15 ans pour les faire participer activement à des hostilités à 14 années d'emprisonnement. Conformément à l'article 78.3 du statut, la peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement est de 14 années d'emprisonnement. Conformément à l'article 78.2 du statut, la Cour déduit de cette peine le temps que le condamné a passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en détention à raison d'un comportement lié au crime. Invoquant cette disposition, la défense soutient que la Chambre devrait déduire de la peine unique la période que Thomas Lubanga a passée en résidence surveillée et en détention sous le contrôle des autorités de la République démocratique du Congo entre 2003 et 2006. Elle met en avant que la détention de Thomas Lubanga en République démocratique du Congo résultait du comportement même qui est à l'origine de sa condamnation par la Cour, à savoir ses activités de président de l'UPC, RP, en 2002-2003. Sur cette base, la défense demande à la Chambre de déduire de la peine de M. Lubanga la période que celui-ci a passée en détention dans son pays. De l'avis de la Chambre, les preuves ne suffisent pas à établir que Thomas Lubanga avait été détenu en République démocratique du Congo pour un comportement qui serait à l'origine des crimes dont il a été reconnu coupable par la Cour, à savoir la conscription d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer activement à des hostilités. Cette allégation n'a pas été prouvée sur la base de l'hypothèse la plus probable et la Chambre refuse par conséquent de déduire cette période de la peine prononcée. Le 10 février 2006, la Chambre préliminaire 1 a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Thomas Lubanga et le 24 février 2006, une demande de coopération a été adressée à la République démocratique du Congo aux fins de son arrestation et sa remise à la Cour. Le 16 mars 2006, l'accusé a été remis à la Cour et transféré au quartier pénitentiaire de celle-ci aux Pays-Bas. La Chambre déduit par conséquent de la peine unique infligée à M. Lubanga le temps écoulé entre la date de son arrestation et celle de la présente décision. En vertu de l'article 77.2 du statut et de la règle 146.1 du règlement de procédure et de preuve, la Chambre considère, compte tenu de la situation financière de M. Lubanga, qui n'échappe pas de lui imposer une amende en sus de la peine d'emprisonnement. En dépit d'investigations approfondies, la Cour n'a pas trouvé de fonds pouvant être utilisés à cette fin. En dernier lieu, il convient d'ajouter que Mme le juge Odio Benito a rédigé une opinion individuelle et dissidente sur une question particulière bien circonscrite. Elle se dissocie de la décision des deux autres juges dans la mesure où elle est d'avis que celle-ci ne tient pas compte
du préjudice causé aux victimes et aux membres de leur famille, et en particulier de celui dû aux sévères punitions et violences sexuelles qu'ont subi les victimes de ces crimes, et ce, au mépris de la règle 145.1c. En conséquence de cela, Madame la juge Odio Benito considère que M. Lubanga devrait être condamné à 15 années d'emprisonnement. Conformément à la décision de la majorité des juges, M. Lubanga est condamné à une peine totale de 14 années d'emprisonnement, dont sera déduit le temps écoulé depuis sa remise à la Cour le 16 mars 2006. L'audience est levée. All rise, veuillez vous lever.